Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. On parlera de son parcours, on le fera bien sûr, de la voile à 9 ans en famille, de sa passion dévorante pour la mer et le bateau, de ses années en Hobie 416 ou en J80 et de sa 6e place au mondial en 2015, de ses années de monitrice de voile à Pornic quand elle était adolescente, histoire de ne jamais laisser la mer trop loin et de transmettre son savoir. Elle aime bien ça partager. Mais ce qui sidère chez elle, c'est son énergie, comme celle qu'elle a mise à ses 19 ans à construire Cassiopée, un mini, son mini. C'était il y a 11 ans, dans le cadre de ses études. Elle bûche sur les matériaux composites en IUT à l'université de Nantes à l'époque. Elle n'a pas 20 ans, donc, et va être capable de soulever des montagnes, de fédérer autour de son projet jusqu'au grand Guillaume Verdier, qui lui apportera son aide pour les plans. La coque et les cloisons sont finies. On est en 2012. C'est dingue. Cette énergie, d'ailleurs, elle se lit sur son visage angélique et sur ses yeux qui ont l'air de pétiller sans cesse. Elle enchaîne avec un master en aéronautique. Les années passent, mais elle n'abandonne pas l'idée de finir son bateau, cherche des sponsors et achève son œuvre. Et elle va naviguer et concrétiser son rêve, faire la Mini Transat en 2019. Une avarie de quille sur la 2e étape la classera 10e du général. Cette année, en 2023, elle est revenue dans cette course folle avec Martine, son nouveau bateau qu'elle a construit encore, avec des matériaux éco-responsables, son fer de lance aussi. Et elle a réalisé une magnifique performance, 4e du Général Proto, première femme du classement. C'était il y a quelques jours, elle est encore en Guadeloupe. Marie Gendron est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Marie, comment est-ce que tu vas? C'est un peu tôt pour toi puisqu'il y a un gros décalage horaire quand même. J'aimerais bien que tu nous fasses un peu rêver parce que nous on est en automne et un peu dans le froid. Comment c'est autour de toi? Alors on entend qu'il y a un peu d'agitation, il y a un peu de bruit. Bonjour, alors merci pour cette invitation, je suis très contente d'être avec toi. Effectivement, il y a un petit peu de bruit, j'espère que ça va aller parce que je suis piéton et nomade après cette traversée. Donc voilà, donc là je suis descendue d'un bus il y a pas longtemps pour te rejoindre sur une terrasse de café au bord du port de Saint-François où il y a encore des petits minis là devant moi qui sont prêts à convoyer et à partir à Pointe-à-Pitre voilà, pour aller du coup être rapatrié après en France. Donc j'espère que on va pas être trop embêtés. T'hésiteras pas à me dire en tout cas.
Mais voilà, je suis très contente d'être avec toi. Il fait beau et chaud et nous, c'est le petit matin. Donc voilà, je vais avoir un café qui va m'accompagner avec toi. Tu t'es remise de tes émotions de cette mini transat et de cette fabuleuse quatrième place? Oui, 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 ça y est, là, je commence à m'en remettre parce que bah, le bateau est rangé. Donc déjà, ça fait quand même une sensation de basculement, d'avoir fermé la page d'un sacré chapitre. Et donc déjà, ça permet de passer à autre chose. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer le fait que, bah voilà, ce podium, cette place, arriver troisième là sur cette dernière étape, c'était incroyable. J'étais tellement concentrée en fait dans ma course à me dire que tant que la ligne n'est pas passée, tout peut arriver, que même quand j'ai passé la ligne, j'y croyais toujours pas. Et en fait, j'ai réalisé qu'en mettant le pied sur le ponton, où là, ça a été la dégringolade d'émotions et voilà, beaucoup d'émotions pour mes proches qui étaient là. Enfin, c'est voilà, là je réalisais, je me suis dit ok, là il s'est passé vraiment sportivement un truc de fou et je peux pas clôturer de la plus belle des façons cette histoire et voilà. Et donc ça c'est une sensation d'aboutissement géniale et de la plus belle des façons. Voilà, je pouvais pas rêver mieux, donc c'est super. Je suis sur mon petit nuage. Bon alors on va t'y laisser parce que c'est quand même sympa d'être sur un petit nuage et évidemment on va en reparler de cette mini 2023 mais quand même si on revient sur ce qu'on disait dans l'intro, c'est quand même un projet de 11 ans quand même cette histoire-là. Ouais. Tu te prouves quoi en arrivant quatrième du général et oui en faisant ce podium sur la deuxième étape? Alors moi, j'étais pas. Je suis arrivée un peu tard en fait dans la course, dans la compète en fait tout court dans la régate. Hein. Je suis arrivée un petit peu tard. J'ai pas fait d'optimiste petite du 4,20, du 4,7, tout ça. Je suis pas passée par ces étapes-là. Et du coup, pour moi, ça me permet un peu de me prouver que sportivement, j'ai appris des choses, que je suis capable en fait tout simplement, et que j'aime ça et que j'aime cet environnement marin. J'aime être seule en mer. J'aime m'entourer des personnes aussi qui me permettent d'être la meilleure de moi-même dans ce sport. Et c'est clairement ce qui s'est passé sur ce projet-là, c'est que je me suis beaucoup entourée, plus que sur mon premier projet. Apprendre aussi à déléguer un peu plus. Enfin voilà, en fait, devenir tout simplement une vraie responsable de projet aussi avec ma petite entreprise et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Voilà, ça me permet aussi de me prouver que je peux aussi être ma propre chef d'entreprise entre guillemets quoi. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est génial. Donc voilà. On va reparler de tout ça, Marie. Je vais te poser ma question rituelle qui vient toujours en début d'entretien dans ce podcast Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, tu me dis quoi? Euh, Bah moi j'ai envie de te dire que je pense qu'aujourd'hui il y a une sacrée évolution. Et je suis assez contente de ça parce que bah avant elles n'avaient pas vraiment leur place et aujourd'hui je trouve qu'on a vraiment notre place et qu'elle est presque même pas demandée mais on est preneur en fait. J'ai plus la sensation que maintenant les gens sont contents qu'il y ait des femmes et nous mettent totalement à pied d'égalité avec les hommes et voilà ça me fait plaisir. En tout cas c'est ma sensation au sein des coureurs et, euh, et aussi au sein des organisateurs et des partenaires. Et enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que toutes les personnes qui gravitent autour de cet univers un peu de course au large sont contents qu'il y ait des femmes et sont contents qu'il y ait des femmes pour représenter aussi le groupe des femmes. Enfin bon voilà. Donc je pense que ça a bien évolué maintenant, même si on n'est pas très nombreuses. Encore une fois, on dira toujours qu'on n'est jamais assez nombreuses, mais quand on regarde là, le plateau en mini, en proto cette année et en série, il est incroyable. On était 14. Moi, en 2019, je crois qu'on était 5 ou 6 et j'étais la seule en proto. Donc, ça change tout. Déjà, ça change tout. Là, il y a la Transat Java qui est en cours. Bah, dans les 10 premiers, elles sont deux, avec Clarisse et Justine. Bah, c'est super, Et quoi, sur un Sam? plateau Ouais, tout à fait. IMOCA. Et Sam, voilà, donc elles sont bien trois. Donc sur un plateau IMOCA, là déjà dans les 10 premiers, bah, on retrouve trois femmes. Ouais, ouais, c'est super, je suis super contente, quoi. Donc voilà, donc bah, j'espère aller compléter les quotas de femmes sur une autre catégorie bientôt.
Ah, mais ça, on va en parler, bien entendu. Je te pose une petite question d'actu. T'as peut-être pas eu le temps de voir parce que voilà, t'es dans ta mini et un peu loin, mais je sais pas si t'as pu voir que là récemment, il y a Elodie Jane Metro qui vient d'annoncer que elle quittait Alinghi, bien qu'elle a été sélectionnée pour la Women America's Cup, Ah parce que ouais? elle estime être très sous-payée et notamment par rapport aux hommes et qu'elle ne peut pas vivre de son métier avec ce métier, ce salaire-là. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de cette décision forte? Alors, bah, moi, je pense que c'est très courageux, déjà de sa part. Euh, et je pense que c'est une décision où bah, elle montre que, encore une fois, si on se débrouille pas par nous-mêmes, eh ben, on n'arrivera jamais enfin, on sera jamais servi comme les autres. Et ça, j'avoue que je la rejoins là-dessus dans le sens où dans cette classe de course, dans cette catégorie de course qui est quand même, je pense, bien différente de la catégorie de course au large, type classe 40, IMOCA, machin, euh, elle est dépendante d'une organisation pendant que nous, on est totalement indépendante. Moi, je suis totalement indépendante. J'ai mon entreprise, je gère mes partenaires, mes prestataires, etc. Et je pense que les autres femmes qui sont dans les catégories type classe 40, IMOCA, tout ça, sont un peu pareilles. Donc, effectivement, bah, c'est dommage que dès qu'on se retrouve de nouveau en société, en collectivité, il y ait ces différences-là. C'est clair que c'est dommage, quoi. Euh, c'est dommage qu'il faille être autant indépendante pour être à pied d'égalité. Ça, c'est sûr. C'est la conclusion, je pense qu'on peut en tirer là-dessus, mais en tout cas, c'est une décision très courageuse de sa part et j'étais au courant effectivement qu'il y avait des sélections aussi féminines. Je savais pas que c'était dans ce cadre-là. C'est sûr que ça donne envie. Mm. Merci Marie. Allez, on va revenir à tes débuts. Tu l'as dit, voilà, t'as pas forcément eu le parcours très classique de l'optimiste. Malgré tout, ça commence comment ton histoire d'amour avec la voile? C'est sur un bateau en famille, hein, c'est comme ça cette histoire. Bah oui, hein, comme beaucoup, je pense que on s'est fait embarquer quand on était petite, avec les parents, et puis bah, on apprend, on découvre la mer et on est dehors, on est au grand air. Alors quand on est des enfants qui aiment le grand air, je pense que tout de suite on a un peu un coup de cœur pour cet environnement qui est sans limite et avec des horizons infinis et des journées qui défilent et qu'on ne voit pas défiler. Voilà, je pense que c'est parfait pour les enfants. On peut se baigner quand on a envie de se baigner. Il y a toujours un truc qui se passe. Voilà, c'est super. C'est l'aventure. On se retrouve piéton. Il n'y a plus de voiture. Voilà, c'est vraiment un autre univers. Donc moi, je pense que cet univers, il m'a beaucoup plu avec mes parents, évidemment, quand j'étais petite. Et je pense que ce qui fait un petit peu la différence, c'est que moi, j'ai des parents qui ne sont pas du tout marins à la base, qui ne connaissaient rien et qui ont acheté un bateau et ils ont tout appris avec un petit 5,50 m, un First 18. Voilà, ils ont démarré leur première navigation, ils n'avaient même pas la bonne baume sur le bateau et à la première vague, tout le monde a flippé et on est rentré, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et puis bah après, voilà, à force de partir l'été, bon bah moi je me suis un peu créé ma petite bulle parce que j'ai un grand frère, mais qui était déjà très grand et qui était déjà parti faire des études enfin, supérieures. Et donc, bah, moi, je me faisais ma petite bulle un peu de jeu, voilà, sur le bateau avec mes parents. Donc, j'avoue que j'inventais des petits bateaux, je faisais traîner derrière des petites choses pour, voilà, un peu. Enfin, j'aimais bien tout ce qui était hydrodynamique. Alors, je prenais des petites cuillères et puis je les faisais surfer dans la vague derrière le bateau. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça, quoi. Mais à chaque fois, en tout cas, c'était des aventures. Et puis, bah, c'était l'apprentissage, quoi. Donc, ça, j'aimais bien aussi. Voilà, on n'allait pas très loin, on allait à Noirmoutier, hein, on traversait la baie de Bourgneuf, mais c'était déjà une énorme aventure, quoi. Donc, on allait au bois de la Chaise, et puis bah, quand on sait pas échouer le bateau sur une plage la nuit pour y passer la nuit, et puis qu'en fait la mer elle remonte, le vent avec, et le bateau se retrouve de travers avec les béquilles échouées sur le sable, et puis tout le monde qui dort dedans, et la béquille prête à enfoncer le bateau. Bon bah voilà, et puis moi je dormais à l'intérieur, je me suis jamais réveillée. Bon, enfin c'est des histoires comme ça qui font que ben, avec l'insouciance en plus de la jeunesse, on est dans un univers enfin, moi en tout cas qui me passionnait déjà, je pense.
Et puis la passion, elle est un peu venue aussi du fait que j'étais sur ce petit bateau avec mes parents qui restaient quand même petits. On faisait du cabotage, on n'allait pas très loin non plus. Même si bon, des fois on partait 3 semaines et puis on allait jusqu'à Vannes, on est allé dans le golfe du Morbihan. Enfin voilà, plus ça allait, plus on allait vers la Bretagne et ou dans le sud. Euh, mais après, comment dire, j'ai croisé après du coup sur les pontons des bateaux qui étaient un peu similaires aux bateaux de mes parents, mais version grand voyage. Et là, c'était les Mini 650. Donc quand on croise les Mini qui sont aussi grands que le bateau des parents, mais avec il y a des panneaux solaires, on sent qu'ils sont chargés, on sent qu'ils ont déjà vécu plein de trucs, ils sont salés, il y a des ficelles partout. Bon bah là, on se dit waouh, il y a un truc, il se passe un truc avec ces bateaux-là, quoi. Ça, c'est sûr. Donc oui, d'être finalement d'apprendre tout ça avec tes parents, de croiser ces mini en mode course hein, sur les pontons. Dans quelle mesure ça va aller peut-être planter une petite graine dans ton esprit? Bah, dans la mesure où là, je me retrouve face à la possibilité de la liberté, quoi, la liberté totale de partir sur son propre petit bateau, faire des aventures de folie. En aucun cas, j'étais au courant que avec ces bateaux-là, on pouvait faire une transat. Je ne savais pas du tout. Mais en tout cas, moi, dans mon esprit de petite fille, c'était la liberté absolue, quoi. Quand je voyais ces bateaux-là, pour moi, c'était OK, là, c'est la grande liberté, le grand voyage, voilà. Et donc, bah, forcément, je me suis un peu planté la petite graine dans la tête de me dire, bah, pourquoi pas un jour essayer d'avoir mon bateau, mon petit bateau à moi aussi. Mais voilà, sans me dire que voilà, que j'allais faire non plus des trucs de fou. Déjà avoir mon petit bateau, puis c'est bien, quoi. Puis faire du cabotage le week-end, quoi. Et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, je me retrouve à partir à faire beaucoup de régates. En fait, je me suis dit, bon, voilà, bah là, si je veux être responsable avec mon bateau, pouvoir partir, il faut que j'apprenne, quoi. Il faut que je continue, il faut que j'apprenne. Donc, je suis devenue monitrice de voile. J'ai commencé aussi à faire un petit peu de compétition parce que ça me plaisait. Finalement, je me suis rendu compte aussi que j'avais un peu l'esprit compétiteur. Et de fil en aiguille, je me retrouve à faire du hobby 416 dans le golfe du Morbihan avec Barthélémy, qui était mon conjoint à l'époque. Et finalement, ça marchait bien. En plus, on était plutôt dans le championnat de Bretagne. On était sur le podium. On a gagné la Catagolf. Enfin voilà, il s'est passé plein de trucs. Et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, j'ai aussi orienté mes études un peu dans comment est-ce qu'on peut construire un bateau, où est-ce que je peux aller apprendre à construire un bateau, quoi. Donc en fait, j'ai, de fil en aiguille, j'avais vraiment ces deux objectifs. C'était un, d'apprendre la voile et deux, d'apprendre à construire un bateau. Et donc, bah, je me suis retrouvée à faire de la compète et je me suis retrouvée à l'IUT de Nantes en sciences et génie des matériaux, où là, j'ai commencé à apprendre du coup donc les matériaux composites et les matériaux métalliques, enfin un peu tous les matériaux, quoi. Et donc, bah, de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée du coup en 2011 à gagner la Catagolf, à récupérer les plans le même jour de Guillaume Verdier, qui a bien voulu, en fait, qui a adoré le projet, quoi, qui s'est dit génial, un projet étudiant, ça va être chouette. Et donc a intégré ce projet de construction de bateau au sein de l'IUT, Sciences et Génie des matériaux, pour commencer à construire le petit bateau de mes rêves, quoi. Bah oui, on va en parler quand même de cette sacrée aventure de Cassiopée. Ouais. Alors, avant qu'on en parle de Cassiopée, Oui. pourquoi Cassiopée? Alors, on va rappeler, Cassiopée, c'est ou une reine égyptienne de la mythologie grecque qui est très orgueilleuse, bon, ou c'est aussi, évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre, la constellation qu'on connaît bien, qui a Oui. cette forme de W là Oui, quand on regarde c'est ça. dans le ciel. Ouais. Et alors, j'ai regardé, parce que ça, en revanche, je le savais pas du Oui. tout, que la pointe du V, en fait, centrale, elle pointe en direction de l'étoile polaire. Donc, je me suis demandé si le nom de ton bateau, c'était pour jamais perdre le nord. Ouais, c'était plus en lien avec la constellation. C'était un peu aussi en lien avec une très chère amie à moi, qui était là aussi à cette période-là et qui m'a beaucoup suivie aussi dans le projet. Et voilà, son deuxième prénom, c'était Cassiopée. Il y avait quelque chose avec les étoiles. Le bateau de mes parents s'appelait Céleste.
Bon voilà, il y a eu une conjoncture qui faisait que, Cassiopée ça allait être chouette et en plus on la voit très bien dans la Voie lactée et ça me fait toujours plaisir aujourd'hui de continuer de voir, cette constellation. Voilà, je suis vraiment contente donc voilà, j'étais dans une période où j'avais envie de me rattacher aux étoiles, voilà, la bonne étoile, tout ça, c'était voilà. Marie, comment est-ce que tu arrives à fédérer autour de toi? Parce que donc c'est un projet de fin d'études. Tu dis Guillaume Verdier qui a bien voulu voilà partager des plans. Comment on arrive quand on est étudiant à l'IUT de Nantes à convaincre ce grand architecte naval de se rallier à ce projet-là? Alors, je pense que j'y allais, déjà totalement au culot parce que je connaissais aussi, la notoriété, mondiale, hein, enfin clairement reconnue, et ultra reconnue dans l'univers de la voile de Guillaume Verdier et puis, un peu au culot dans le sens où, bah, j'avais trouvé un moule et il s'avère que ce moule était sur la base de ses plans donc est-ce que moi du coup c'est un peu: «J'ai besoin de tes plans, est-ce que tu es OK? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que» voilà et puis Et tu as 19 ans à l'époque, ouais, hein? j'ai 18 ans, du coup, à cet âge-là aussi, je pense qu'en fait, enfin moi je suis sans barrière quoi. Je veux dire, j'y vais au culot, mais j'y vais aussi avec une envie, où à aucun moment je me dis que ça ne peut pas marcher. En fait, à aucun moment dans la tête, j'ai quelque chose qui me dit: «Non mais il te dira non, non mais c'est pas possible, non mais arrête». Enfin voilà, à aucun moment je me suis mis de barrière. Je me suis dit: «Bah en fait c'est simple, j'ai le moule, donc je l'appelle». Voilà. J'adore. Mais je pense que c'est un peu ça. À aucun moment je me suis mis des barrières, quoi. À aucun moment l'échec existe. Voilà, c'est on continue, on continue, on continue. On prend les portes et alors ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est toujours mon papa qui m'a dit ça, mais qui me dit: «Si la porte est fermée, bah, elle est fermée, ça sert à rien de pousser. Si la porte s'ouvre et ben, tant mieux, on c'est parti, quoi». Mais il faut pas se faire du mal, en fait, à rester devant une porte fermée. Si elle est fermée, c'est qu'elle est fermée, c'est que c'est pas le moment et heu et elle est quand même restée fermée, un petit bout de temps après, mais ça peut-être qu'on en discutera. Et donc autour de toi, si j'ai bien lu, il y a quand même 18 étudiants qui vont, voilà, qui vont t'aider dans ce projet-là. Donc tu te retrouves à 18-19 ans, chef de projet, un peu chef de chantier aussi. Comment tu portes ça? Tu te sens à l'aise dans ce rôle-là? Alors, c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, je suis plus trop l'étudiante, «classique» entre guillemets qui, sort beaucoup. Enfin bon, en tout cas, c'était un peu mon quotidien avant. J'avoue que j'aime bien faire la fête quand même et heu et du coup, j'avais un peu basculé. J'étais plus l'étudiante, voilà, qui sortait et puis qui faisait du sport, qui fait ses devoirs et qui a une bonne bande de copains. Je suis un peu passée du coup à, faire des plannings le week-end, rentrer tard le soir parce que je continue de découper des tissus jusqu'à pas d'heure, le gardien qui fermait l'IUT finissait par me connaître quoi, donc bon, ça devient plus la même. Donc c'est vrai que ça change un peu et puis, c'est vrai que du coup, il y avait 18 étudiants effectivement à avoir rejoint le projet. Après là-dedans, dans les 18, il y en a qui ont pas forcément demandé à construire un bateau et à se retrouver les mains dans la colle, quoi. Donc je me suis pas forcément fait que des amis là-dedans et c'est là qu'on commence à se confronter un petit peu aussi aux relations humaines, qui est un vrai métier et on comprend pourquoi et moi du coup, je me suis retrouvée, du coup plus à seulement faire mes devoirs, en rentrant le soir, mais aussi, à toutes ces problématiques de gestion des financements aussi parce que du coup je démarrais à zéro, j'avais absolument pas un sou en poche. À gérer du coup aussi des problèmes techniques. Je ramène un moule de Morzine, mais à aucun moment, heu, j'étais sûre que le moule puisse passer la porte, en fait, du hangar tout simplement et effectivement il nous restait 5 centimètres de chaque côté du moule, donc on était à 2 doigts de devoir découper la porte. Bon enfin voilà donc c'est plein de petites anecdotes et puis, c'est sûr que c'est pas évident aussi du coup, pour ceux qui sont pas motivés, de leur dire: «Bah, ouais, mais en fait mon coco, si tu te plantes dans ce que tu fais, après c'est moi derrière en transat, enfin en transat ou en tout cas, sur l'eau en mer qui peut avoir des problèmes». Donc il faut aussi responsabiliser du coup autour de soi pour faire comprendre que, c'est pas rien ce qu'on fait
et puis essayer de remotiver aussi pour ceux qui ne le sont pas, quoi. Donc bon, à cet âge-là, c'est pas très compliqué. J'ai envie de dire, on achète un pack de bière et puis à 18h, tout le monde boit une bonne bière et c'est reparti le lendemain. Mais quand même, ça fait partie du jeu et c'est pas toujours évident. Et toi, tu avais déjà en tête, en construisant ce bateau-là, d'aller faire la Mini, par exemple? En fait, c'est un peu venu, du coup sur le tas, enfin, c'est-à-dire qu'à à la base, j'avais trouvé un moule de Seascape. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est un bateau, c'est un peu plus du day-boat quoi, avec un grand cockpit, pas trop de place à l'intérieur, mais bon, à la limite, c'est pas grave, et ça m'allait très bien. Je me suis dit: «Bon, voilà, ça va être bien». Mais en fait, je me suis rendu compte que, non, en fait, ça va pas être possible parce que c'est c'est un chantier, en fait, c'est un bateau de série, donc le chantier ne va pas, laisser un moule comme ça, son moule, partir, dans une IUT, enfin non. Donc c'était pas possible et puis, après j'ai rencontré donc du coup, Yann Rioux qui partait du coup, pour sa transat aussi lui et qui m'a dit: «Bah oui, oui, moi je connais quelqu'un qui a un moule» et donc j'ai rencontré après, Serge Vivian et Sergio qui avait déjà commencé la construction d'un moule et c'est là où je me suis renseignée. Je me suis dit: «Mais alors c'est un moule de quoi? OK, donc Mini 650, qu'est-ce que c'est que cette classe? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans?» Et en fait, je me suis rendu compte que là-dedans, ils font des transats, quoi. Et puis je me suis dit: «Non, mais moi je ferai pas ce transat, enfin je sais rien faire en fait, enfin j'ai jamais navigué en solitaire, je sais pas, j'ai uniquement mes compétences que j'ai appris avec mes parents, mais c'est tout. Enfin, je suis pas un grand marin, quoi. Puis je suis une trouillarde quand même, donc je suis un peu flippée quand même de tout ça. Je suis pas très aguerrie, donc je sais même pas faire un point sur une carte. Enfin voilà, non, je ferai pas ça. Je vais déjà construire et puis après on verra. Puis tu parles en fait de fil en aiguille. Qu'est-ce que c'est que cette transat? Tiens, je vais aller faire une course en mini, on va voir ce que c'est. Et puis donc du coup, c'est là où je me retrouve en 2014. Attends, je dis pas de bêtises, 14 ou 16, je sais plus trop. Je me retrouve à partir sur la mini Fastnet avec Nolwenn, Pébelier maintenant. Et donc Nono m'embarque sur son P2 et là, nous voilà partis pour la Fastnet. Moi, je m'en souviendrai toujours de cette Fastnet. Enfin, c'était le premier grand voyage incroyable en mini notamment. Et puis voilà, forcément, me voilà revenue de ça. Je me dis bon, ouais, allez, c'est parti, hein. C'est parti pour on va la tenter cette histoire de transat là, mais ça a pas été évident évidemment parce que je me retrouve à tout découvrir hein, quand même mine de rien, même si j'avais un petit peu de base nautique. Enfin, c'est quand même un apprentissage de fou. Hein. Et Marie, quand tu dis, parce qu'une fois que le projet étudiant est terminé, le bateau, lui, n'est pas complètement terminé, Oui. évidemment. Tu dis qu'il y a des portes qui se ferment. Les portes, elles se ferment à ce moment-là? Bah ouais, alors du coup, c'est vrai que à l'IUT, on fait qu'une année. Ma deuxième année, en fait, où je commence à construire le bateau. Mais bon, moi, en jeune fille un peu insouciante, je me dis qu'en 3 mois, ce sera fini. Mais ouais, mais bon, c'est un peu raté. Mais non. Mais non, pas du tout. On en a mis 6 et on a encore un puzzle complètement éparpillé avec une coque d'un côté, des cloisons de l'autre et des panneaux de pont par là, quoi. Donc je me dis, aïe, bon, ça va pas. Voilà, je finis la fin d'année un peu stressée en me disant, mais c'est un peu chaud quand même cette affaire. Et donc je pars à l'IUT de Lorient donc, pour continuer en polymère et composite. Et puis je gère du coup un peu à distance. L'IUT de Nantes me dit: «OK, on veut bien garder une deuxième année ton bateau, mais ce sera tout». Voilà et l'équipe était beaucoup plus réduite donc ils ont avancé mais un petit peu quoi. Il y a eu 2-3 greffages de cloisons, un peu d'assemblage de panneaux de pont et puis basta. Mais c'était fait à l'étudiant qui découvre quoi, hein. Donc le bateau était totalement un bateau, banc de test, support d'apprentissage, où on fait aussi des erreurs. Enfin, c'était clairement le cas. Et puis à la fin de cette deuxième année, malheureusement, plus de sous, plus de temps. Moi, je pars à Bordeaux faire un master, continuer l'ingénierie des structures composites, mais pour l'aéronautique cette fois, donc beaucoup plus loin. Toujours pas d'argent évidemment parce que je ne travaille toujours pas, je suis toujours étudiante. Donc là, ça devient très compliqué et l'IUT qui me dit: «Bon, Marie, maintenant ton bateau là, dehors, hein, parce qu'on a envie de faire autre chose, on n'a plus de place, puis bon, voilà, quoi». Donc je me retrouve avec un bateau sur les bras, à moitié en morceaux, pas très bien assemblé, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc là, c'était la grande question et en fait, Comment tu baisses pas les bras, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que tu baisses pas les bras?
J'ai pas envie, en fait, j'ai vraiment pas envie. Enfin, je me dis, là, on a avancé quand même un tel truc, on va pas arrêter là, quoi. C'est pas possible. Là, il y a déjà un début de quelque chose, il y a déjà un début d'embryon, quoi. On va mettre ça à la poubelle. Et pour autant, on est passé à 2 doigts de la poubelle parce que bon, bah, quand même, hein, il faut l'avouer, mes parents m'ont beaucoup aidée et ils ont quand même mis un ticket de au moins de 6 000 € déjà pour démarrer le projet, que j'ai remboursé, mais qui était quand même, une sacrée somme à l'époque, quoi. Et donc bon, bah, voilà, quoi, je m'endette déjà vis-à-vis de mes parents, ils sont OK pour mettre le bateau dans un chantier, pour le stocker en fait, en attendant mieux, quoi, et en attendant que moi je trouve des partenaires. Donc forcément, en parallèle de tout ça, j'ai continué de faire énormément de prospection, de chercher des partenaires, tout ça, mais c'était impossible en fait quand on a 18 ans et qu'on va faire de la prospection en disant bonjour, je construis un bateau et je voudrais faire une transatlantique. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que le projet vous tente? Bah en fait, tout le monde me regardait ou m'écoutait en disant oui, oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Euh, enfin, n'importe quoi, c'est impossible. C'est une fille, c'est une gamine, c'est impossible. Donc voilà, donc j'étais pas très crédible en fait à l'époque. Et ça m'a porté, je pense, beaucoup préjudice. Et donc, bah, j'avais pas de financement. Donc le bateau s'est retrouvé stocké dans un chantier et puis sans possibilité de continuer la construction. Et puis bah, à un moment donné, un jour, mon père il dit mais en fait bon, t'es bien gentille ma fille, mais là moi j'ai vraiment plus une thune. Pour moi aussi c'est compliqué et là mentalement ça devient dur pour tout le monde. Moi, si dans 1 mois t'as pas trouvé de l'argent, je prends ma scie, je prends une tronçonneuse, on coupe tout et on met ça à la benne, hein, parce que c'est pas possible. L'ultimatum, quoi. Ouais, l'ultimatum. Et là, je me suis dit: «Waouh, OK, bah, bah, papa, je te comprends, j'ai pas le choix. Enfin, oui, d'accord, mais quelle douleur dans le ventre, quoi, hein». Le jour où on a discuté de ça et on s'est mis autour de la table en se disant dans les yeux que, bah, là, on était bientôt sur la fin, ça a été très, très dur. Mais pour autant, je me disais: «Bon, bah, on sait jamais, hein, peut-être que là, dans 2 mois». Et puis, bah, effectivement, en covoiturage, du coup, je rencontre une personne, qui m'écoute, qui me pose beaucoup de questions dans la voiture, alors que ça faisait 1 heure qu'on l'attendait à l'aéroport et que je lui en voulais énormément, mais bon, c'est pas grave. Et qui me tire un peu les verres du nez, sur tout ce qui m'arrivait, alors que j'étais un peu, démoralisée quand même de tout ça. Et puis, bah, en fait, on sort de la voiture, il me tend sa carte, il me dit: «Bah, écoute, là, cette année, moi, je suis sur un projet, IMOCA, je peux pas t'aider financièrement parce que je paye déjà ce bateau, il y a une partie, mais dans 1 an, je t'appelle et c'est pour toi». Et il a tenu sa promesse Merci et Blablacar. voilà, et il a tenu sa promesse et 1 an plus tard, et ben, c'est parti, j'étais sur le point de finir mes études, donc j'ai appelé la banque, j'ai fait un prêt étudiant, quasi sur ma dernière année qui m'a servi pour le bateau. Et puis, bah, lui, il a mis aussi une part, on a monté une société et puis ça a permis déjà de relancer un peu la construction du bateau. Et voilà, Génial. et ça a remis un billet pour, bah, payer déjà une personne, ultra compétente, et pour que ça avance, quoi. Donc voilà, donc l'aventure continuait. Et Marie, ça a tellement bien avancé et tu n'as tellement rien lâché et que le 5 octobre, 2017, c'est une sacrée date. Alors 2017, bah, ouais, c'est la mise à l'eau, quoi. Et oui, c'est la mise à l'eau de Bah, ouais, ouais, c'est Cassiopée, la mise donc à l'eau. ça Ouais. c'est quoi ce moment-là pour toi? Parce que alors on a parlé de ce que tu t'étais prouvé sur cette mini transat en 2023 là, cette année, mais là, arriver à le voir à l'eau, ce bateau-là, il y a quelle émotion qui remonte? Ah bah, là, c'était une journée de fou, hein. Je pense que j'ai dû pleurer autant que quand je suis arrivée 3e là. Espèce de lâcher prise, de décompression totale, d'un parcours qui était déjà vraiment, vraiment, dur, mentalement, conséquent, engageant. Là, bah, ouais, c'était déjà une clôture, du chapitre de la construction, et là, c'était en avant les histoires, vers le chapitre de la navigation. Donc c'était un moment clé, ouais, qui était très intense, ouais. Elles sont faciles, comment ou pas faciles d'ailleurs, les 2 années qui vont te séparer de cette mise à l'eau et du départ de la Mini Transat 2019, à laquelle tu vas prendre part? Alors, ça a été 2 années où clairement, je sais pas comment dire ça, bah, déjà, c'est sûr, je savais pas
que ça allait être aussi compliqué. À aucun moment, j'aurais pu me douter de ça. Dans le sens où le bateau étant un bateau étudiant, il y a eu plein d'erreurs faites dessus, mais qui sont aussi les miennes, où j'ai fait des choix qui n'étaient absolument pas les bons, où j'ai voulu réinventer l'eau chaude sur des trucs où franchement il fallait vraiment pas. Et où du coup, la fiabilisation du bateau, ça a été une sacrée épreuve parce que déjà rien que le premier jour où je suis partie en mer, il y avait 5 nœuds, tout petit clapot, rien du tout. Et je sors au près. Et là, le bateau, il tape gentiment, quoi, dans les vagues, tout petit peu, comme ça. Et là, je vois la quille qui fait qui vibre, en fait, qui fait des avant-arrière. Et tout le boîtier de quille, comme ça, qui était malléable et qui bougeait avant-arrière. Je me dis, mais je peux pas transater avec un bateau comme ça, c'est pas possible. Donc, en fait, dès la première nave, j'ai perdu la confiance dans le bateau. La confiance ne s'installait pas. Et la confiance a mis énormément de temps avant de s'installer sur ce bateau parce que c'était que des trucs comme ça. C'était que des découvertes de trucs qui n'allaient pas. Mais qui n'allaient pas, je veux dire, Du tout. du tout. Qui, structurellement, ne permettaient plus de faire la course ou la transat ou machin. Donc, ça a été... c'était jamais évident parce que, du coup, moi, en fait, à chaque sortie, je faisais une sortie et après, j'en avais pour 3 jours de réparation, quoi. De trucs qui allaient pas. Et des fois de grosses réparations. Enfin, j'en suis allée quand même jusqu'à refaire des pelles de safran, rechanger à peu près tout le système de safran, repasser en fixe, remettre des cloisons dans le bateau, remettre des longis dans le bateau, mettre des outriggers, changer tout le système aussi de rotation de bout dehors. Enfin, en fait, ce bateau, il n'y a pas un tronçon de 1 mètre par 1 mètre où j'ai changé un système, un truc, une structure. Enfin, voilà. Il y avait tout le temps un truc qui n'allait pas. Mais je suis partie d'une feuille blanche. Enfin, je veux dire, sur les plans de Guillaume, on avait l'hydrodynamique, mais on n'avait pas de plan de pont, on faisait un peu ce qu'on voulait parce que c'était aussi le concept. Donc, j'en veux pas, c'était le concept. J'ai pris le concept tel qu'il est. Mais pour moi, c'était la découverte. Et donc, du coup, c'était vraiment pas évident. Donc, ça a été, du coup, jusqu'à la transat, une épreuve dans la prise de confiance, en fait, avec ce bateau, qui a été longue et fastidieuse et qui a coûté beaucoup de temps et d'argent et qui s'est faite en fait sur la dernière course. Jusqu'à la dernière course avant Transat, j'avais toujours pas confiance dans le bateau. C'est que sur la Transgascogne, là, la Pourou, non, elle s'appelait pas la Pourou à cette époque-là, je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est que là, sur cette dernière course avant Transat où tout se passe bien, enfin, sur le bateau. L'élec va bien, le pilote, enfin, fonctionne correctement. Le bateau, structurellement, ne m'a pas fait de trouille. Ça y est, c'est bon, là, on peut y aller, quoi. Mais ça a été long. Marie, de cette première mini, première étape, tu vas terminer 4e. Oui. Ça donne de quoi rêver pour la suite quand même. C'est clair. Bah ouais, là, en plus, en fait, sur la première... Malgré tout ce que tu viens de raconter. Oui. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je tiens à ce que tu nous racontes toute cette histoire de la construction de Cassiopée, parce que derrière, il va s'en passer des choses et que quand même, après 7 ans, d'être au départ de la mini et en plus de terminer en tout cas 4e, ne serait-ce que de la première étape, c'est fou, quoi. Ouais, c'était fou. C'était fou et c'était pas volé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu des titres dans la presse où à un moment donné, c'était Marie Gendron, la surprise. J'étais un peu déçue parce que, en fait, je me suis battue. Parce que toi, tu sais le boulot qu'il y a derrière, quoi. Ouais, je me suis un peu battue, en fait, quand même, pour ça. Enfin, donc, et puis, je suis contente de faire la surprise, mais parce que c'est vrai que le plateau, j'étais quand même devant Erwan Le Méné, j'étais devant Fabio, j'étais devant des gars qui marchaient quand même fort. Donc, moi, j'étais contente d'être là. Je me sentais quand même à ma place, en fait, finalement, quoi, en toute humilité. Enfin, voilà, j'ai quand même bossé pour en être là et j'étais contente. Donc, bon. Mais Ouais, tu sais comment on est, les journalistes. oh, c'est pas grave. J'en veux pas. Mais en même temps, je me disais, mince, ouais, ça paraît facile, mais en fait, non, ça l'est pas. Et donc, ouais, c'est vrai que sportivement, c'était génial. En plus, Amélie aussi, qui était 4e, elle, dans la catégorie série. Alors, on était les 2 filles là au pied du podium. Ça donne un peu des ailes, c'est sûr, quoi. Et sportivement, c'était pas évident en plus parce que j'ai fini les 4 derniers jours sans pilote.
Mon vérin, il voulait plus, il avait plus les infos du pilote, donc il s'enclenchait pas. Et donc j'avais toutes mes infos de vent et tout ça, mais j'avais plus personne pour tenir la barre à part moi, donc c'était pas évident. Et donc j'ai fini, je pense que j'ai perdu un peu des points de vie quand même, tellement j'étais dans un état de fatigue à l'arrivée, de folie. Enfin, j'ai jamais aussi peu dormi. Enfin, ne pas dormir pendant 4 jours, c'est quand même Très très dur. dur. Ouais, ça nous met dans des états un peu particuliers. Et, bah, du coup, donc la deuxième étape, le deuxième départ, bah, je me retrouve à faire demi-tour, malheureusement. Donc, Avec cette avarie de quille. ouais, avec une quille qui était en train de s'ouvrir en deux. Alors, je voulais pas le voir, je voulais vraiment pas l'admettre, je voulais pas accepter en fait. J'étais dans le déni total, alors que quand je plongeais aux Canaries pour aller nettoyer le bateau, bah, je voyais bien qu'il se passait un truc sur la quille qui était pas normal, c'est qu'il y avait des petits bouts de fibres qui commençaient à s'effilocher sur le bord d'attaque de la quille. Et je me disais que j'avais tapé quelque chose, quoi. Voilà, j'avais sûrement dû avoir un truc qui a ragué, quoi. Ah, mais non, non. Non, non, en fait, la quille, elle était déjà fatiguée et c'était le dernier élément du maillon de la chaîne qu'il fallait casser sur ce bateau. Et voilà. Et on en était au dernier maillon, mais c'est quand même pas le plus petit. Et donc, bah, malheureusement, deuxième étape, en partant, on fait un vrai départ de mini. Voilà, un vrai départ bien sportif. On part dans 12 nœuds, on se retrouve dans la houle et d'un coup, on sort du devant de l'île et là, bam, on se fait tous cueillir à 30-35 nœuds. C'est l'apocalypse, il y a des spies dans tous les sens, ça chalute de partout, ça claque, c'était impressionnant. Il n'y a que les anciens qui savaient ce qui allait leur arriver, ils sont tous partis hyper arisés. Et bah, forcément, ça s'est très bien passé pour eux. Et puis bah, tous les petits nouveaux, là, on est partis comme des poneys, on s'est bien fait cueillir. Et donc du coup, bah, moi, je me suis retrouvée avec ma quille qui s'est mis à marsouiner très fort. Donc il s'agitait, le bulbe en fait, il était plus bien tenu mécaniquement par une quille suffisamment raide. Et donc il marsouinait, donc il bougeait quoi, de droite à gauche, voilà. Et puis bah, le puits de quille aussi qui se remplissait d'eau et qui ne se vidait pas, alors que normalement avec la vitesse ça se vide. Mais là, moi, il se remplissait, il débordait dans le bateau. C'est pas très bon. Donc c'était pas ouf. Et donc là, je me suis dit, waouh, là, il y a un souci. J'étais à fond, le bateau, il était à fond, j'ai jamais vu ça. Je le maîtrisais plus. Et là, bam, bim, badaboum, jolie pirouette, partir au tas, la pièce de rotation de bout dehors qui éclate, le spi dans les barres de flèche, le bateau sur la tranche. Bref, je suis bien tombée, quoi. Donc, et puis je m'étais fait très mal aussi, j'avais le poignet en sang. Donc je me suis dit, bon. Et ça, c'était la fin de la journée du départ. Et la nuit tombait et je me suis dit, là c'est chaud. J'ai vu François Jambou passer à côté de moi. Il m'a regardé avec des grands yeux en disant, waouh, là c'est chaud. Et voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai tout ramassé et puis je suis repartie auprès. Il y a Amélie qui casse son balcon avant, donc qui tient l'été quand même. Et on se retrouve toutes les deux sur le canal de course en pleurs, en disant ah, mais non, mais moi j'ai cassé ça, et moi j'ai cassé ça, bon bah allez, vas-y. Et là, on se serre les coudes, toutes les deux, et on dit allez, on rentre au prêt, on retourne au port, on répare et on y retourne. Et ça, cette solidarité féminine, franchement, je m'en souviendrai toujours parce que c'était. Sans ça, je pense que j'aurais pas. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué mentalement. Et, et donc nous voilà arrivés au port. Donc elle, super, elle avait eu le temps d'appeler à la VHF. Elle avait eu le temps d'appeler à la VHF comment dire, des personnes qui étaient encore à terre, qui étaient là sur l'organe de course et tout pour ça. vous aider. Ouais. Et voilà, et donc du coup, bah, elle a eu la chance d'avoir il y avait un P3 il y a eu un P3 qui est pas parti. Et du coup, ils ont pu lui démonter son balcon et le mettre direct sur son bateau, et hop, elle est repartie, quoi. Genre, je pense qu'elle est restée une demi-heure sur le ponton et hop, elle était repartie. Mais moi, on savait pas. Enfin, moi, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, on a vidé tout le bateau, on a tout sorti sur le ponton. Donc, il y a quand même 300 kilos de matos à ce moment-là. Il y a tous les bidons d'eau, tout est plein, tout est bien rempli. Donc, on sort tout sur le ponton, on couche le bateau. Et là, on se rend compte que les petits bouts de fibre que j'avais vus, qui étaient éclatés sur une hauteur de 5 cm, bah là, maintenant, c'était sur la hauteur de la moitié de la quille, quoi. Donc, là, il y avait des produits composites qui étaient là et bah, qui me font ouvrir les yeux sur le fait que Marie, ta quille est en train de s'ouvrir en deux, quoi.
Et puis moi je peux plus trop mettre les mains dedans. En plus la résine, la fibre et tout, c'est plus pour moi. J'ai pas été assez bien protégée pendant la construction du bateau et du coup je peux plus vraiment mettre les mains dedans, quoi. Donc grosse galère, mais d'un coup super solidarité. Il y a Quentin Vlaminck qui est en multi, hein, qui venait là avec la team, avec toute son équipe, la team Lalou. Il y avait Lalou aussi qui venait là pour s'entraîner avec leur multi. Et puis qui m'a filé un super coup de main, quoi. Et il était là à ce moment-là. Il y a des personnes aussi, des insulaires, hein, des Canaries, qui sont venus me voir, qui m'ont vu sur la carto que j'ai fait demi-tour et qui ont été adorables, qui sont venus et qui sont arrivés le lendemain matin et qui me disent t'as besoin de quoi? Allez, vas-y, viens, je t'emmène et tu te sers. Et c'était fou. Et donc là, je me suis retrouvée dans C'est beau. l'atelier composite, c'était Carlos, je crois qu'il s'appelait. Et c'était super. Et du coup, j'ai pris tout ce qu'on avait besoin. Et puis là, c'était parti en strat sur le ponton. Il y avait Patrick Jaffre aussi. Il y avait Colombine. Il y a eu une super solidarité sur les pontons. Là, c'était incroyable. Et sans eux, j'aurais pas pu repartir. Enfin, clairement, moi, je pouvais pas faire la réparation toute seule. Et donc, ils font la réparation. Moi, j'étais crevée comme jamais parce que du coup, ça m'a vidé de mon énergie, en fait, ce départ raté. Et je vais au yacht club dormir un peu. Je me réveille, il fait nuit. J'avais que 24 heures, en fait. L'escale, on a le droit qu'à 24 heures. Et je me réveille, il fait nuit. Je fais, oh la merde et tout. Non, c'est trop tard, tout ça. Et en fait, Colombine, elle me réveille. Elle me dit, allez, c'est bon, c'est maintenant. Il te reste 2 heures. On est en train de recharger ton bateau. On l'a remis à l'endroit. Tu repars dans 2 heures. Oh, c'était fou. C'était complètement fou. Et là, du coup, je comprenais rien à ce qui se passait. Le bateau, il était à l'endroit. Il n'y avait plus qu'à changer la pièce de rotation de bout dehors devant. Mais bon, je veux dire, en 5 minutes, c'était fait parce que j'avais du spare. Et là, j'appelle du coup avec un téléphone, parce que moi, j'avais plus de téléphone, non plus, il était parti. Donc, j'appelle le directeur de course, Denis Hugues, je l'appelle, je lui dis, écoute, Denis, je pense que je suis prête, c'est réparé, j'y retourne, quoi. Et il me dit, ok, très bien, par contre, tu fais gaffe, tu vas avoir encore plus de vent. Et tous tes petits potes sont partis, hein. Il n'y a plus personne autour de toi. Et là, je fais puis je regarde le port, là, il y a le port vide, il n'y avait plus personne. Je fais non, mais c'est mort, je peux pas rester là, c'est mort, j'y vais. Et c'était parti, quoi. Et effectivement, il y avait encore plus de vent. Alors moi, rien qu'à t'écouter, j'ai une petite boule au ventre là, mais bon, ça a eu l'air de bien se passer, ça se passe bien puisque effectivement, tu vas la faire cette deuxième étape, alors en retard évidemment, Ouais. et puis en ayant beaucoup plus de vent, comme tu le dis. Tu termineras quand même 10e du général de cette folle aventure, parce que je crois qu'il n'y a pas tellement plus d'autres mots que celui-ci. C'est un peu fou, tout ça. Ça s'est transformé en aventure, ouais. Ça s'est transformé en aventure parce qu'effectivement, 4e de la première étape, c'était un résultat sportif pour lequel tu avais bossé, et après on passait en mode aventure, mais tu iras au bout, et Ouais. c'est ça qui est Ouais. qui est remarquable. J'avoue qu'intérieurement, je voyais le bateau, je lui dis mais en fait tu m'as fait apprendre tellement de choses à terre que je ne peux pas ne pas t'emmener au bout. Et voilà, c'était un peu un pacte en fait que je fais avec le bateau. Marie, Cassiopée va faire cette course, et après, Martine va commencer à naître. Martine, c'est son 2e bateau, Ouais. celui avec lequel tu viens de faire la Mini Transat 2023. C'est ça. Et Martine, elle a quand même quelque chose de particulier, et j'ai l'impression que ça fait partie des choses qui t'animent aussi. C'est que tu as décidé de construire ce bateau-là avec des matériaux éco-responsables. Alors, le design, hein, on le rappelle, c'est David Raison. Pourquoi est-ce que c'est devenu important, ou c'est important pour toi, cette éco-responsabilité? Alors, en fait, j'envisage pas de consommer sans faire attention un minimum. Voilà. Et du coup, consommer de la fibre de carbone à un endroit où on n'en a pas besoin, ça me fait un peu mal au cœur. En fait, je me dis, je suis pas hyper fan de ça, quoi. Du coup, j'avais vraiment, vraiment envie de pouvoir changer, de pouvoir faire évoluer ça, tout en me disant, si en plus ça peut servir. Alors, je suis pas, évidemment, c'est pas moi qui suis le banc de test ou
comment dire, le messager pour dire regardez, ça peut fonctionner. Je veux dire, d'autres l'ont fait avant. On a Kairos qui le fait très bien. Roland Jourdain, c'est l'expert là-dedans et j'adore ses projets, c'est super. Mais j'étais plus voilà, dans la dynamique aussi, peut-être dans la classe mini, on le fait un petit peu. Il y a d'autres projets aussi. Il y a des projets aussi avec des bateaux en bambou. Il y a eu déjà un bateau en lin aussi, qui est très vieux maintenant. Mais en fait, voilà, j'ai envie de montrer qu'il ne faut pas oublier ça, que c'est important, qu'il faut que ça reste bien ancré dans nos têtes. Et en tout cas, moi, dans ma tête, ça fait entièrement partie de mes valeurs. Je voyais pas d'autres façons j'envisageais pas du tout de construire sans faire attention à ça. Sachant que le premier bateau, en fait, il faut se dire que je l'ai construit avec de la fibre recyclée et ou qui allait partir à la poubelle. Hein. Donc, j'ai un peu, Ah oui. ouais, déjà le premier bateau, j'ai un peu fait les poubelles. C'était déjà de l'éco, enfin on était déjà dans un peu dedans. l'éco-responsabilité. Ouais, on était déjà un peu dedans. Donc là, je l'ai fait de façon plus propre entre guillemets, on va dire. Qu'est-ce que tu as, par exemple, tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs justement, qu'est-ce qui change sur Martine? Alors, qu'est-ce qui change sur Martine? On a du coup des panneaux, des panneaux et des éléments en fait en fibre de lin avec de la résine, parce que c'est souvent ça le problème, c'est la résine, avec de la résine qui vient de chez Sycomin, où ils ont réussi à développer une résine époxy en partie réutilisée, enfin en partie fabriquée avec de la résine recyclée, quoi, de la résine des déchets en fait qu'ils réutilisent. Donc ils appellent ça de la résine biosourcée. Bon, pour moi, c'est plus de la réutilisation de déchets, mais je trouve ça très bien ce qu'ils font. Et c'est pareil, c'était du pur développement. Enfin, il n'y avait pas encore de commercialisation là-dessus. Et donc, du coup, on a sur Martine le panneau de descente qui est en fibre de lin, les couvercles d'insubmersibilité qui sont en fibre de lin, toutes les trappes, donc la trappe arrière, la porte, la trappe de crashbox, pareil, et tous les verticaux de cockpit, donc tous les panneaux verticaux, ceux qui sont structurellement pas très mécaniquement pas très importants. Enfin, on est sur de la fermeture de boîte, quoi. Donc c'est pas là où il y a de la structure. Donc mine de rien, ça fait quand même pas mal d'éléments en fibre de lin. Et pour un poids de bateau qui en ressort identique à ses congénères. J'ai construit Martine en même temps que les 2 DMG. On a mis beaucoup en commun avec Charles Vert. C'était super d'ailleurs de bosser avec lui. Et on a les poids des bateaux. Enfin voilà, Martine est au même poids, quoi. Donc on parle d'1 kilo. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est 1 kilo. Au pire, je prends une bouteille d'eau en moins et on y est. Hein. Donc voilà la différence. Et puis on peut être, avoir un bateau éco-responsable et ultra performant, puisque 4e du classement général de cette Mini 2023, c'est pas rien. Bah ouais, je suis super contente. En fait, là, il y a eu 2 paris dans ce projet. C'était déjà un de montrer qu'on peut, même sur des bateaux perfos, récents, les plus optimisés, les plus rapides de la flotte, on peut aussi faire attention quand même à la façon dont on construit, dont on consomme. Donc c'est bien. Et puis ouais, finir sur le podium. Enfin là, sur la 2e étape et 4e, donc à 29 minutes du 3e, voilà, c'est super, quoi. Ça me fait plaisir de hisser aussi ces valeurs-là aussi proches, enfin en tout cas sur des temps, sur des résultats sportifs aussi encourageants, quoi. Marie, ça fait quoi d'être sur la 3e marche du podium d'une étape de la Mini Transat? Franchement, Décris-nous, parce que moi, je ne saurais jamais. c'est sincèrement une délivrance énorme et en fait, pour moi, c'est un soulagement dans le remerciement de toutes les personnes à qui je dois cette transat qui s'est très bien passée, du coup, forcément, puisque pour en arriver là, il faut que ça se passe bien. Quand on casse un truc, on n'est pas sur un podium, on n'arrive pas sur un podium. Donc, en fait, ça me soulage, si tu veux, de rendre, de remercier, voilà, tous ceux qui m'ont aidé. Je me dis, voilà, vous voyez, vous avez bien fait parce que j'ai tout donné et je vous ai pas menti. Et ça a duré 14 jours, mais je suis restée 14 jours où j'ai pas écouté une seule musique, où j'ai pas écouté un seul podcast.
où j'ai très peu lu parce que j'ai gardé une concentration à chaque minute pour respecter tout le travail qui a été fait sur le bateau, quoi. Et voilà, et du coup, pour moi, c'est surtout un gros soulagement, quoi, de me dire, voilà, c'est cool, quoi. Voilà, on y a tous cru, on a tous donné notre énergie, et ben là, ça paye, et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire et qu'on puisse recevoir aussi, quoi. On va souligner aussi la 9e place, donc dans le top 10 de Thaïs Le Cam, hein, Bien sûr. dans cette mini transat. Cette 4e place au final, tu as eu quoi comme genre de retour de tes concurrents et de tes concurrents masculins notamment? Je pense qu'ils étaient contents. Ils étaient contents pour moi, hein, ça c'est sûr. Euh, je j'ai peut-être pas trop fait attention. J'avoue, j'étais un peu sur mon truc, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les groupes. En fait, quand j'arrivais dans le port, il y avait des groupes de personnes, voilà, qui étaient là pour dire bravo, pour applaudir. Et dans chaque groupe, il y a toujours eu une femme qui disait merci pour les femmes, merci, c'est génial, c'est une femme sur le podium, merci, merci. Mais c'est ça que j'ai trouvé fou, en fait. Enfin, je me suis dit, moi, je suis pas féministe pour un sou. Enfin, je prône la mixité, et c'est ça qui m'intéresse. Mais pour autant, il faut quand même reconnaître qu'on représente un autre groupe, et le groupe féminin, et que mine de rien, quand on peut le placer un peu plus haut sportivement, et ben, ça fait plaisir aussi. C'est encourageant aussi pour toutes les autres, et ça m'a marqué, quoi. Donc, mais voilà. Mais je pense que ouais, les gars sont très contents aussi. Avec Julien, on s'est super bien battu. Je pense que Julien et moi, on avait un même niveau de préparation, et on a mis le même engagement. On a mis le même engagement sur cette course, et voilà, je suis vraiment super contente pour lui aussi, hein, parce que il la mérite aussi, hein, sa 3e place au général. Voilà, il s'est bien battu, donc voilà. Après, je pense qu'il faut toujours une petite part de chance aussi. Marie, quand on lit, alors quand on regarde sur ton site internet à toi, ou quand on regarde ta page LinkedIn, il y a marqué navigatrice, chef de projet, ingénieur en composite. Oui. Laquelle de ces 3 casquettes préfères-tu porter? Oh, alors là. Ou pourquoi? Alors je vais tourner ça différemment si ça t'enquiquine, la question tournée comme ça. Pourquoi ces 3 casquettes-là, elles sont essentielles dans ta vie à toi et la vie que tu t'es choisie? L'ingénieur, j'aime bien. Comment dire, j'ai plus la fibre mécanique, je pense, que sociale, sûrement un petit peu. Pour autant, chef de projet, je me sens plus peut-être parfois leader que suiveur. Et j'aime bien avoir quand même toutes les manettes et toutes les réflexions en main. Et après, c'est quoi la 3e casquette? Navigatrice, oui, navigatrice, genre. ouais, Oui. bien sûr, puis navigatrice, en fait, ouais, non, c'est vrai que je peux pas me passer de la mer non plus, donc c'est vrai qu'il y en a pas une plus que l'autre. J'aurais du mal à te dire s'il y en a une plus que l'autre, parce que je trouve que les 3 sont d'une telle richesse, et elles sont terriblement Imbriquées. complémentaires. Voilà. Tu peux faire l'une sans l'autre. Par exemple, tu peux aller naviguer sans être chef de projet, voilà. Mais si tu vas naviguer avec des copains, que tu embarques un peu de monde, etc., tu es un peu obligé quand même d'être chef responsable de ton bateau, parce que tu vas dans un environnement qui n'est pas le nôtre, et tu es quand même un peu obligé de prendre au moins une des 2 casquettes. Ouais, ce sont en tout cas, je pense, 3 casquettes ultra complémentaires pour faire des projets très aboutis. Peut-être qu'il m'en manque une encore pour faire des projets plus gros, je sais pas. Et justement, tu me tends la perche, t'es magnifique pour ma dernière question. Si je te dis Route du Rhum 2026, tu me réponds quoi? Je te réponds que j'ai bien envie de signer, que ça me plairait bien. Ça me plairait bien, que c'est pas... j'en discutais avec mon conjoint, pour moi ce serait pas un rêve, ce serait un privilège. C'est-à-dire que
Pour moi, mon rêve, ça reste quand même d'avoir une famille, des enfants, je veux dire, être heureuse et voilà, hein, ça c'est la base. La Mini, pour moi, c'était clairement un rêve. Je pense qu'un rêve, tu réussis à l'aboutir avec un peu de chance. Là, pour moi, un projet type Route du Rhum, c'est un privilège dans le sens où si j'y arrive, c'est qu'il y aura eu derrière un travail colossal, qu'il y a eu un engagement terrible et une équipe fantastique. Parce que je vois pas comment est-ce que c'est possible autrement. Et du coup, en découle le fait que si j'ai une équipe fantastique, du coup c'est un privilège parce que c'est que moi en fait qui va être sur le bateau et qui va la faire. Donc c'est un peu moi qui mange la cerise du gâteau. Donc voilà, je considère que c'est plus un privilège, quoi. Mais en tout cas, ce serait un projet maintenant pour lequel je me sentirais prête en tout cas. Parce que je pense que c'est bien quand même d'être passé sur toutes ces épreuves de mini transat avant et sur tout cet apprentissage. Je pense qu'il faut en passer par là pour faire un joli projet et pour l'apprécier aussi et pour savoir le rendre aussi justement pour les personnes qui nous aident. Et je l'envisage pas d'une autre façon parce que aussi j'aime bien faire des jolis projets qui donnent envie et on a envie de suivre la carto, quoi. Donc maintenant je me sens prête et je pense que je suis structurée aussi avec ma société, avec mon équipe. Je pense que maintenant on a une vraie team, quoi, et j'ai des partenaires je pense qui ont aussi envie d'y aller, donc voilà, ça devrait se décanter d'ici les prochaines semaines. Eh ben, à bon entendeur, en tout cas. Voilà. Et je termine avec une dernière petite question, Marie. Oui. Tu parlais de rêve, tu parlais de privilèges, on parle de Route du Rhum. Est-ce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes, des navigateurs, des navigatrices qui t'ont inspiré tout au long de ton parcours? Bien sûr. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir été entourée ou d'avoir pu aussi rencontrer, évoluer avec Michel Desjoyaux qui m'a accueillie sur un stage. Quand j'étais à l'IUT, j'ai pu aller dessiner ma quille, justement, d'ailleurs, cette fameuse quille de Cassiopée, au sein des locaux de Michel Desjoyaux, avec qui finalement j'allais aussi faire du Figaro, donc c'était super. J'ai appris plein de choses déjà avec lui et c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée aussi dans sa façon justement de mener des projets très fonceurs et très aboutis en même temps et très qualitatifs. Enfin voilà, je trouve ça incroyable de performance aussi sportive. Catherine Chabot aussi qui m'a accompagnée aussi sur mon premier projet Cassiopée et qu'à chaque fois je prends plaisir à recroiser mais elle m'impressionne toujours autant. Elle dégage une aura tellement de femme forte et voilà qui mène des projets colossaux et avec une telle humilité. Enfin ça ça pour moi c'est des personnes incroyables. Et puis aussi, alors je sais pas si les auditeurs ou si tu connais le film Maiden, M-A-I-D-E-N. Mais bien sûr, Tracy Edwards. Voilà, Tracy, évidemment. Tracy en fait, elle m'a fait pleurer, quoi. Quand j'ai vu ce film-là, j'étais mais waouh, mais cette fille, mais elle est, c'est folie, quoi. C'est voilà, elle pourrait me faire pleurer encore là, tu vois. C'est voilà, donc ça c'est typiquement les personnes qui sont terriblement, moi, qui m'ont beaucoup inspirée et il y a beaucoup de choses à en tirer de ces personnes. Voilà. Merci beaucoup, Marie, de rien. d'avoir été l'invitée de Navigante. C'était super de passer ce moment-là avec toi. Et écoute, qu'il n'y a pas eu trop de bruit quand même autour. Je suis pas forcément dans des conditions. Non, mais en même temps, on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance de la Guadeloupe. On est avec toi et on va te laisser prendre quelques jours de vacances bien méritées. Et super. Merci bien. Martine est déjà en vacances, donc ouais, moi ça y est, là, je commence les miennes aussi. Là, ça y est. On va aller voir l'arrivée du Vabre, aller accueillir aussi d'autres bateaux là-bas et puis passer un petit peu de temps ici avant de rentrer en France, dans le froid. Dans les frimas du mois de novembre. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.